que ce tropisme anticapitaliste, c'est ce qui le distingue par exemple de ce qu'on appelle le pan-négrisme, qui est un autre mouvement auquel souvent il est un peu rattaché? Comment vous pourriez distinguer le panafricanisme et le pan-négrisme? Ce serait quoi la différence, disons, constitutive? Alors, la différence constitutive, c'est que le pan-négrisme s'est surtout développé au XIXe siècle. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des millions d'Africains qui ont été déportés dans les Amériques pendant 4 siècles. Et la question du stigmate racial, du stigmate de la couleur de peau, est vraiment devenue un élément classificateur. Et les résistances, du coup, vont se faire à partir de l'identité, de la couleur noire. Et donc, va se développer effectivement un mouvement pan-nègre, qui va notamment, par exemple, estimer qu'il fallait créer à l'intérieur des États-Unis un État réservé spécifiquement aux Noirs. Donc, des logiques, en fait, de réappropriation de la logique raciste ou racialiste qui excluait précisément les peuples noirs de l'humanité. Ce courant va progressivement évoluer au fur et à mesure que les horizons s'élargissent et que les abolitions de l'esclavage arrivent. Et les abolitions de l'esclavage font comprendre aux anciens esclaves affranchis que leur condition de citoyen est liée à la manière dont leur continent d'origine, l'Afrique, est traité. Et donc de l'identification à l'élément racial, la couleur de peau, eh bien, il va y avoir en fait un transfert vers l'identification au continent d'origine, l'Afrique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on passe notamment du mouvement pan-nègre, qui était encore présent jusque dans les années 1880-90, qui va ensuite donner naissance à des nationalismes noirs, à un mouvement panafricain, qui là en fait englobe la diversité des identités africaines et qui tient compte également des différentes expériences à la fois en Afrique et dans la diaspora. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'histoire du panafricanisme est celle des déportés, des descendants de déportés, mais l'histoire continue sur le continent africain. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment une scission de l'histoire de l'Afrique entre des Africains sortis du continent africain, mais qui continuent à avoir une histoire en tant qu'Africains, et une histoire du continent africain qui se poursuit, qui, elle, va être confrontée à l'esclavage à domicile, c'était le nom de la colonisation, quand d'autres ont été déportés de leur continent d'origine. Donc du coup, on est vraiment dans des enjeux pas de dyslexie, mais de discordance, et l'idée panafricaine va tenter justement de réconcilier la question de l'identité raciale avec l'identité géographique et ensuite de la dépasser de manière, je dirais, décoloniale, dans le sens où la première indépendance, donc la révolution haïtienne, la première constitution haïtienne, précisait justement que la définition du citoyen, dans ce contexte-là, c'était nègre, et que la définition de l'étranger, c'était le blanc. Donc en fait, il y a un renversement de ces notions-là, qui est extrêmement intéressant, qui s'inscrit dans un contexte où la gestion des identités est extrêmement, politique, et des figures comme Marcus Garvey, qui sont associées justement à une dimension très identitaire, vont échanger avec d'autres types de nationalisme, et vont ensuite forger leur propre nationalisme dans ce contexte-là. Donc c'est important de comprendre que le mouvement pan-nègre se constitue dans un contexte de résistance vis-à-vis du racisme, vis-à-vis de l'esclavage, qui est lié au stigmate de la couleur de peau. Et le mouvement panafricain se constitue vis-à-vis de la situation coloniale que connaît le continent africain, avec l'idée pour la diaspora que son rôle est, entre guillemets, d'aider à la libération du continent africain.